La France, le sionisme et les Arabes. Deuxième partie. La 4e République et la création d'Israël. Le 29/11/1947, l'ONU a voté le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe palestinien. Si l'Angleterre, puissance mandataire, s'est abstenue, l'URSS, les États-Unis et la France ont voté pour le partage. La Yougoslavie, l'Inde de Mahatma Gandhi et les quelques pays arabes indépendants comme l'Égypte et l'Irak ont, eux, voté contre le partage. Des mois avant ce vote historique, la France, en véritable puissance en déclin, mais qui s'accroche maladivement à ses colonies, cherche à négocier avec l'Égypte et la Ligue arabe, récemment créée au Caire, son vote contre le partage de la Palestine. Et ce, en échange d'une renonciation de leur part à tout appui politique et diplomatique au mouvement de libération du Maroc et de la Tunisie encore colonisée. Devant le refus indigné de la Ligue arabe de cette proposition cynique et indécente, la France a tout fait pour que le vote menant à la création d'Israël soit en faveur du partage et donc de la création d'Israël. La France et l'agression tripartite. Nasser a nationalisé la Compagnie du Canal de Suez le 6 juillet 1956, en proposant une indemnisation équitable des actionnaires et en s'engageant à respecter la liberté de passage à tous les navires, les Israéliens exceptés. Le canal, symbole de l'impérialisme étranger, servirait à financer le barrage d'Assouan. Des crédits américains avaient été promis à l'Égypte pour ce barrage, mais Washington s'est rétracté. Un accord acceptable aurait été aisément trouvé entre l'Égypte et les propriétaires de la Compagnie de Suez, qui ne sont autres que la France et l'Angleterre, présidés respectivement par Guy Mollet, le socialiste, et Anthony Eden, le conservateur. Cet accord aurait pu être trouvé si la passion n'avait pas tout emporté. Les deux pays avaient trouvé une occasion d'or pour se venger d'un régime qu'ils exécraient pour des raisons différentes. La France, dirigée depuis quelques mois par les socialistes, espérait gagner en Égypte une guerre qu'il était en passe de pendre en Algérie. La rébellion durait 2 ans et personne n'en voyait la fin. Une France névrosée, exaspérée par son impuissance, cherchait un dérivatif à ses frustrations. Nasser fut donc un bouc émissaire, reconnu un intellectuel 20 ans après les faits. Le GPRA avait bien établi ses quartiers au Caire, en raison de l'existence dans cette capitale de la Ligue arabe. Or, la France coloniale présentait l'Égypte de Nasser comme base arrière de la rébellion, ce qui était totalement faux. La France ne pouvait pas ignorer que la vraie base arrière de la révolution algérienne n'était autre que le Maroc. C'est d'ailleurs de ce pays, et plus précisément de la ville d'Oujda, que l'armée des frontières, dirigée par un certain Boukhrouba, alias Houari Boumediene, est rentrée en Algérie, où elle a pris le pouvoir sur les cadavres des milliers de combattants de l'intérieur acquis au gouvernement légitime du GPRA. L'hystérie antinassérienne avait gagné jusqu'aux journalistes les plus résolument de gauche, Gilles Martinet, Jules Reuil et Albert Camus. Des foules en délire appelant à abattre le nouvel Hitler. À l'exception de l'extrême gauche, tous les politiciens rivalisaient de fiel à l'endroit de Nasser et écument de rage contre les Arabes. Dans cette ambiance d'hallucination collective, l'indignation mêlée chez beaucoup de jubilation a atteint son paroxysme lorsque la chasse française a arraisonné un avion marocain en plein ciel avec ses dirigeants historiques du FLN algérien. Ben Bella, Boudiaf, Ait Ahmed et d'autres. Sur le plan strictement militaire, les troupes franco-britanniques intervenues dans la zone du canal et les troupes israéliennes présidées par Ben Gourion dans le Sinaï doivent quitter l'Égypte devant la réprobation des États-Unis et de l'URSS.